hélicoptères de combat, avions de chasse, drones de surveillance et militaires, sans oublier les avions cargo et ravitailleurs. L'arsenal de l'armée de l'air israélienne est considéré comme l'un des plus performants de la région. Et pourtant, il n'est que la moitié de l'armée de l'air égyptienne avec ses 1100 appareils. Alors qu'est-ce qui fait que les aéronefs bleus et blancs sont si redoutés dans la région ? Nous poserons la question à nos invités, notamment 2 anciens chefs d'escadrille et un ancien commandant d'unité de renseignement. Renseignements sans qui l'armée de l'air ne pourrait pas frapper de manière si précise. Avant de commencer cette émission, nous allons d'abord parler avec celui qui est le chef des lieux, ici, l'escadrille de Squadron en anglais. Et puis, nous ferons un petit détour par la régie pour voir les forces en présence. Spéciale armée de l'air israélienne en défense, c'est parti. Kobi Regev, vous êtes notre premier invité, vous êtes le fondateur et le directeur de l'escadrille, Taïeset, Squadron en anglais. Pourquoi avoir créé un simulateur civil ? J'ai fondé cet endroit pour apporter à toute la population israélienne et au monde entier ce en quoi je crois et montrer ce qu'est l'armée de l'air israélienne. Il y a ici tous les outils qui garantissent l'excellence. Vous allez pouvoir assister aux rapports d'enquête après les vols, comment travaillent les équipes, qui prend les décisions, qui dirige les escadrilles. Apporter tout cela aux jeunes, aux entreprises et finalement nous voici au sein de l'escadrille. Elle ressemble à une escadrille de combat comme celle que j'ai dirigée au sein de l'armée de l'air israélienne. Briefing d'avant-vol, simulateur d'avion F-16. Nous apportons via ces outils le moyen d'atteindre l'excellence et de donner l'occasion aux gens d'améliorer leur performance de manière importante, efficace et rapide. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est de regarder 30 secondes d'un clip sur vous, votre entreprise, et on se retrouve juste après aux mains du fameux joystick que vous avez piloté, que vous avez dirigé pendant des années. F-16 and learn from the best at the world's only flight simulator squadron in Israel, founded by Israeli Air Force pilots and inspired by the legacy of the Israeli Air Force. 10 advanced F-16 simulators. A unique session with our pilots. Experience Israel from the cockpit of an F-16. An exciting and unforgettable experience. Get ready for takeoff. The Squadron. Visit us at pilots.co.il. Allez, Kobi Regev, on rentre dans le vif du sujet. Vous avez été, donc vous êtes colonel de réserve de l'armée israélienne. Vous avez été 2 fois chef d'escadrille, notamment vous avez dirigé l'escadrille 105, celle qui a mené notamment les frappes pendant la Seconde Guerre du Liban. Question simple, est-ce qu'on est à la veille de la 3e guerre du Liban ? Je ne pense pas. Je pense que la 2e guerre du Liban nous a permis de voir que le Hezbollah était contenu.
Regardons ce qui s'est passé avec son attaque, que je qualifie de faible. Tout cela pour dire qu'ils l'ont fait. Cela signifie que le Hezbollah a été contenu. Il ne veut pas rentrer dans un face-à-face et comprend que le prix à payer pour une seule erreur est trop cher pour lui aujourd'hui. Depuis 2006, 13 ans se sont écoulés. C'est beaucoup, certes. Et si la zone reste la même, elle est diamétralement différente de ce qu'elle était dans le passé. Est-ce que, selon le Hezbollah dit que l'armée israélienne n'est pas capable de détruire ses rampes de lancement souterraines? Est-ce qu'il a raison? Le Hezbollah a augmenté de manière drastique ces dernières années son arsenal de missiles. Il dispose de missiles plus sophistiqués qu'il y a 13 ans, mais en disant cela, il faut dire qu'il est aussi plus vulnérable qu'avant, eu égard à son large arsenal disséminé au Liban. Il a des points faibles et nous savons aujourd'hui profiter de ces points faibles, les remarquer, les transmettre aux renseignements qui sont précieux. Nous pensons et nous croyons aujourd'hui que nous sommes capables de frapper le Hezbollah dans des endroits auxquels il n'a pas pensé que nous puissions agir. C'est pour cela que je lui conseille de ne pas trop parler, d'être attentif à ce qu'il dit et ce qu'il fait dans la région nord. Quand vous dites que vous êtes confiant, vous êtes aujourd'hui instructeur à l'école de pilotage des futurs pilotes, qu'est-ce que vous leur dites? Comment on se prépare à affronter un tel conflit? Au cours de la formation de pilotes au sein de l'armée de l'air, nous ne formons pas uniquement des pilotes avec une capacité au-delà de la moyenne. Nous éduquons avant tout une génération de combattants. L'une des premières choses que nous apprenons aux pilotes au cours de la formation, c'est la capacité à recevoir une mission et à répondre à l'ennemi, et ce en dépit de tous les défis auxquels il est confronté autour. Car s'il ne le fait pas, personne d'autre ne pourra le faire à sa place, et nous voulons des jeunes qui sont capables de penser, des pilotes qui sont capables de s'adapter aux changements, de réagir aussi vite que possible et de réussir leur mission dans une zone particulièrement complexe. Elle est d'ailleurs plus complexe que dans le passé. Vous avez dans le nord les S-300, vous avez de nombreux acteurs régionaux et internationaux qu'il faut savoir gérer. Le Hezbollah dispose aujourd'hui de moyens anti-aériens plus performants que dans le passé avec des armes plus sophistiquées. Donc la capacité d'un pilote à s'adapter au changement doit être rapide et efficace. Et j'ai confiance, cette nouvelle génération de pilotes sait exactement s'adapter aux nouveaux défis, aux nouveaux changements et réussir leurs opérations pour vaincre l'ennemi. Tout ça parce que vous êtes encore actif, sans rentrer dans les détails, au sein de l'armée israélienne. Est-ce que vous pensez qu'un conflit et dans le nord et dans le sud peuvent éclater au même moment? Et est-ce que l'armée de l'air a les outils pour contrer et un embrasement dans le nord et dans le sud? Il est évident qu'il y a une influence entre les zones de conflit, entre le Liban et la Syrie par exemple. Il y a des forces étrangères aussi qui opèrent sur place. L'Iran influence aussi bien la Syrie que le Liban. Le Hezbollah opère au cœur du Liban, mais aussi en Syrie. Les Syriens sont eux-mêmes impliqués dans tout ce qui se passe au Liban. Les Iraniens opèrent aussi à Gaza. Il y a donc une communion d'intérêts entre les trois zones que je viens d'évoquer. Et c'est pour cela que je dis qu'une guerre généralisée est possible. Il est aujourd'hui logique que si l'une des zones s'embrase, en l'occurrence le Liban ou la Syrie, eh bien Gaza profite de cette occasion pour entrer en conflit contre Israël. L'État, notre armée, sont prêts à répondre au niveau opérationnel aux trois zones de manière simultanée. La force de frappe de Tzahal et de l'armée de l'air sont gigantesques. Nous n'utilisons de manière générale qu'une infime partie de ce que nous possédons. Et je le dis parce que je le sais, parce que je le suis de très près. Nous saurons gagner les trois zones en même temps si nous devons être contraints de le faire. C'est Kobi Regev, le réserviste, ou Kobi Regev, le civil, qui parle? Ou l'ex-chef d'escadrille? C'est Kobi Regev, le citoyen, qui utilise une grande partie de son temps à une activité particulièrement sensible au sein de Tzahal et de l'armée de l'air. Je le répète, je le dis parce que je le sais. Et parce que je suis un citoyen, je sais que les bonnes décisions seront prises le moment venu. Merci, Kobi Regev, d'avoir été avec nous. Puisque vous parlez des grandes manœuvres israéliennes, on fait un bond dans le passé avec notre deuxième invité, Relik Shafir. Il a mené notamment des opérations contre le réacteur nucléaire d'Ozirak. Regardez.
Général de brigade, Rélik Shafir, merci. Vous êtes notre deuxième invité. Vous avez été chef d'escadrille, comme je l'ai dit auparavant. Ça vous fait quoi, d'abord, d'avoir un joystick de F-16 entre les mains? Déjà vu. Une impression de déjà-vu. Cela fait partie de ma vie pendant de nombreuses années. C'est encore le cas. Je ne parle pas du pilotage puisque je ne pilote plus. C'est une expérience. De piloter ce simulateur me redonne le sourire, même après de nombreuses années d'expérience comme la mienne. Quand on est capable de frapper le cœur d'Irak, en l'occurrence le réacteur aux Irak en 1981, on est capable de tout aux mains d'un avion de chasse? Non. Le pilotage est quelque chose que vous devez connaître parfaitement. Ce que vous pouvez faire et ce qui est dangereux surtout. Il faut savoir rester à une distance suffisamment lointaine de la zone qui est dangereuse et presque impossible à atteindre. Quand on sait qu'un rien peut entraîner une catastrophe, un accident dû à des erreurs d'appréciation, c'est pour cela qu'il faut garder en tête ce qu'il est possible de faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rêver, mais il faut savoir quelles sont ses limites. Alors justement, selon la presse et selon des rapports étrangers, il y aurait eu certaines frappes de puissances étrangères en Irak. Est-ce que vous avez été surpris de l'entendre? Je pense que les capacités de l'armée de l'air israélienne sont connues et se sont considérablement améliorées au cours des dernières années. J'attends que l'armée de l'air israélienne opère dans chaque zone où vous pouvez utiliser sa force aérienne pour envoyer un message ou stopper une opération ennemie. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise d'entendre parler de frappe en Irak. Est-ce qu'on pourrait parler éventuellement de surprise si vous l'avez fait en Irak? Pourquoi d'autres plus jeunes ne le feraient pas en Iran? Nous avons parlé plutôt de savoir quelles sont les limites de ce qui est possible ou impossible à faire. Nous parlons avec l'Iran de distances différentes, de complexités différentes. Nous parlons ici d'une opération d'un autre type. Je ne dis pas que ça n'est pas possible, mais nous avons ici un problème géopolitique à gérer dans la mesure où nous décidons d'opérer. C'est pour cela qu'il faut opérer dans une zone accessible sans entraîner une escalade qu'on ne peut pas maîtriser ensuite. En fait, c'est avant tout une décision politique, en prenant en compte bien sûr les problèmes d'ordre opérationnel. Distance plus longue, présence d'autres armées de l'air dans la région, etc. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, c'est-à-dire ne jamais finalement aller trop loin. Oui, bien sûr. L'idée ici est de conserver un tel niveau que même en cas d'erreur, elle n'entraîne pas de guerre. Personne n'a intérêt à la guerre, ni de notre côté, ni du leur. Mais il faut être capable de se préparer au pire scénario. Qu'est-ce qui peut arriver de grave? Où sont nos limites? Qu'est-ce qu'on est capable de faire ou pas? Il y a plusieurs acteurs dans la région. Les Américains, les Russes, les Iraniens, les Syriens, le Hezbollah. Il faut donc savoir être au bon endroit afin de pouvoir continuer les opérations et poursuivre la guerre sans être entraîné dans un conflit. Général de brigade Rélik Shafir, ça sera ma dernière question. Vous êtes aux mains de notre joystick et pourtant l'ancien chef d'état-major adjoint Yair Golan, le général Yair Golan, dit que la guerre ne peut pas se gagner dans les airs, il faut absolument une opération à terre. Qu'est-ce que vous lui répondez? L'un des principes les plus importants dans la vie, c'est justement de ne pas avoir trop de principes. Et il est important de ne pas faire trop de commentaires sur ce qu'il est possible de faire ou pas. C'est pour cela que je pense que les propos de Yair Golan sont destinés à un débat interne au sein de l'armée de terre. Je le comprends. Une guerre peut se gagner depuis les airs. Et il y a bien sûr un prix à tout cela. Ce rapport de force est utile donc pour les militaires lorsqu'ils doivent prendre une telle décision. Quel est le prix à payer lorsque l'on opère depuis les airs? Mais je confirme et je pense que dire qu'il est impossible de gagner une guerre uniquement depuis les airs, vous savez, une grande partie de la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée depuis les airs. Merci, Rélik Shafir, général de brigade, ancien chef d'escadrille et
Vous avez, pour la petite histoire, effectivement commandé un avion qui a frappé le cœur de l'Irak, aux Irak en 1981. Les membres du gouvernement israélien sont unanimes et le message est clair. L'Iran ne doit se sentir en sécurité nulle part et Israël agira partout. Damas, tard dans la nuit de samedi à dimanche, l'aviation israélienne vise plusieurs cibles et installations militaires des milices Al-Quds et de milices chiites. Objectif, empêcher une attaque iranienne contre Israël avec des drones chargés d'explosifs. Selon Tsahal, les drones iraniens étaient semblables à ceux utilisés pour les frappes au Yémen, une opération contrôlée par les gardiens de la révolution et connue des autorités syriennes. L'attaque iranienne devait inclure plusieurs drones kamikazes et cibler plusieurs cibles en Israël. Nous nous préparons à toute éventualité et du mieux possible. Lieu des opérations, cette villa qui abritait la cellule terroriste en charge de préparer l'attaque des drones. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lui, réitère ses menaces contre le régime des Mollahs, mais aussi contre la Syrie. Si quelqu'un se lève pour te tuer, tue-le d'abord. Nous anticiperons toute tentative d'attaque de l'Iran. Et je veux souligner que nous ne laisserons impunie aucune attaque du territoire israélien, d'où qu'elle provienne. Tout pays qui permettra une attaque d'Israël depuis son territoire en subira les conséquences. Suite à cette attaque, Israël a déployé des batteries de dômes de fer à la frontière nord. Du côté de Damas, une source militaire assure que la défense anti-aérienne de l'armée syrienne est entrée samedi soir en action pour contrer des missiles israéliens en provenance du Golan. Toujours selon la même source, la plupart des missiles auraient été abattus avant d'atteindre leur cible. Au Liban, les autorités déplorent la mort de 3 membres du Hezbollah tués dans ces bombardements. Quelques heures après l'opération israélienne, un drone tombe et un autre explose dans la banlieue sud de Beyrouth selon le Hezbollah. Un centre de médias de la milice chiite est endommagé par l'explosion. Si le Hezbollah affirme qu'ils sont israéliens, plusieurs sources prétendent que ces drones seraient de fabrication iranienne. De son côté, Israël n'a pas confirmé être à l'origine de cette attaque. Calme précaire sur ces collines marquant la frontière entre Israël et le Liban. Aucun échange de tirs ce lundi, mais Tsahal reste sur le qui-vive. Dans la journée, le niveau d'alerte des troupes a été relevé et sans le nommer, Benjamin Netanyahou menace le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. L'homme dans son bunker à Beyrouth sait très bien pourquoi il reste dans son bunker. Nous continuerons de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité d'Israël en mer, sur terre et dans les airs. Et nous continuerons à œuvrer contre la menace des missiles de précision. Israël fait aussi jouer la diplomatie pour avertir le Hezbollah. Ce lundi, le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu par téléphone avec son homologue allemand. Israël Katz fait savoir au Liban qu'Israël répliquerait avec force à toute nouvelle provocation. Pourtant, c'est Hassan Nasrallah lui-même qui aurait demandé un cessez-le-feu ce dimanche. D'après un responsable sécuritaire israélien, le chef du Hezbollah aurait fait appel à des pays tiers pour faire passer le message à Israël. Dimanche, c'est le chef d'état-major de Tsahal qui rencontrait le général Stefano Del Colle, commandant des forces de la FINUL, censé maintenir le cessez-le-feu. Là encore, Aviv Kochavi prévient qu'Israël n'acceptera pas la poursuite des activités du Hezbollah au sud Liban. Quelques heures plus tard, la localité israélienne d'Avivim est frappée par un tir de missile anti-char. Sur ces images de propagande diffusées par le mouvement chiite, un véhicule militaire est pris pour cible. Le Hezbollah affirme avoir fait plusieurs blessés. Après avoir simulé l'évacuation de soldats en civière, Tsahal annonce qu'aucun soldat n'a été touché. Le char israélien aurait été commandé à distance. En riposte, l'armée israélienne tire une centaine d'obus vers le sud du pays. Autre révélation ce lundi, un haut gradé de Tsahal confirme sous couvert d'anonymat qu'Israël a frappé des intérêts iraniens ces derniers jours. Des frappes en Syrie et en Irak, menées dans un laps de temps de 24 heures. Hanan Geffen, bonjour. Vous êtes ancien commandant de l'unité prestigieuse de renseignement 8200. Vous me disiez hors antenne que sans les renseignements, aucune opération de l'armée de l'air israélienne ne pourrait voir le jour. Pourquoi ? Le renseignement se divise en 2 parties, en termes de temps et en termes de type de renseignement. Lorsqu'un raid aérien est lancé, il y a des centaines de personnes impliquées qui accompagnent et garantissent cette opération sur le plan de la protection, des défenses aériennes et des objectifs, car les pilotes sont informés en temps réel de tout changement.
Mais bien avant tout cela, des années auparavant, la collecte de renseignements a démarré. À tout moment, l'État d'Israël observe des dizaines de milliers de sites qui représentent des dizaines de milliers d'objectifs potentiels. Nous avons donc une banque d'objectifs sur laquelle nous travaillons et selon les décisions du gouvernement ou de l'armée, nous lançons des opérations. Comment les pilotes de l'armée israélienne savaient que dans cette maison au sud de Damas, il y avait une cellule de 4 hommes ou 2 hommes du Hezbollah qui étaient sur le point de lancer des drones suicides sur Israël? C'est un très long processus qui commence par la collecte de renseignements, la reconnaissance du milieu, bien connaître le terrain et identifier l'environnement. Ceci représente un nombre infini de sites. Énormément de sources et d'agents transmettent ces informations. Et à notre époque, il existe de nombreuses sources d'informations que nous ne possédions pas à l'époque. Par exemple, le Hezbollah est installé dans les environs de Damas. Leurs voisins sunnites photographient ou filment des vidéos de ces gens qu'ils ne connaissent pas ou les dérangent et les diffusent. Alors on peut suivre ces informations et nous nous rendons compte que dans certains quartiers arrivent des chiites. Ce qu'ils y font, nous ne le savons pas encore, mais les suivants, nous finirons par le savoir et découvrir ce qui se trame. Selon des rapports étrangers, les mini-drones qui ont été aperçus au cœur de Beyrouth étaient en train de filmer le cœur même du village de Dahia, le bastion du Hezbollah, et notamment l'entreprise de construction de missiles de précision. Ça, comment les renseignements 8200 le savent? Pour comprendre cela, il faut des explications approfondies. Il n'y a pas de miracle, mais un travail de fond. L'État d'Israël possède des atouts et l'un des plus importants, ce n'est pas sa haute technologie. Ce sont ses soldats et ses soldates. Il y a énormément de femmes soldates qui travaillent des années, nuit et jour, pour suivre les moindres détails sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi énormément d'autres sources, ou alors dans l'analyse de photos, puisque l'État d'Israël possède des capacités de surveillance comparables à celles des grandes puissances et peut savoir à tout moment ce qui se passe. Alors je pense que ce bâtiment à Beyrouth a été identifié lors de sa construction. Quelqu'un a dû demander ce qu'on construisait, puisque c'était dans un secteur chiite. Et ainsi on a suivi le développement de la construction. Et après 5 ans de travaux, je pense que le Hezbollah n'aurait jamais imaginé que quelqu'un en Israël savait qu'il avait fait une construction souterraine. Ça veut dire que c'est grâce aux renseignements que vos hommes, vos anciens responsables, lorsque vous étiez commandant de l'unité 8200, ont récolté que l'armée de l'air israélienne, peut-être demain, va pouvoir frapper? Effectivement, il s'agit d'une collecte de renseignements qui porte sur des années et des générations de personnes qui ont accompli ce travail. Et je dois vous dire que l'un de nos avantages, au-delà de la haute technologie, c'est que le renseignement israélien a débuté à un niveau supérieur grâce à des volontaires venus en Israël en 1948 et qui avaient servi au cours de la Seconde Guerre mondiale dans les armées britanniques, françaises ou d'Afrique du Sud. Et c'est sur cette base qu'a débuté le renseignement israélien. Ainsi, les progrès ont été beaucoup plus rapides. Cela ajoute au développement de la haute technologie à créer une intégration. Les valeurs israéliennes sont basées sur le renseignement, les communications spatiales, les photos satellites, l'intelligence artificielle, la capacité de recouper des données, les fusionner, collecter des renseignements divers et les assembler. Avant, il fallait des mois pour le faire. Aujourd'hui, cela se fait en quelques secondes. C'est pourquoi le renseignement israélien est capable de gérer simultanément des quantités d'objectifs. Tout cela grâce à un personnel de qualité, des gens avec une bonne formation et beaucoup de motivation. Tout cela mis ensemble répond à la question: comment savons-nous parvenir avec précision à cet immeuble dans le quartier de Dahia, sans erreur et sans dégâts collatéraux pour les voisins qui ne sont pas coupables? Merci, Hanan Geffen, ancien commandant de la prestigieuse unité 8200. Voilà, cette émission touche à sa fin, spéciale armée de l'air israélienne. Et comme ne le dit pas l'adage en hébreu,
Pour l'armée de l'air, le ciel n'a pas de limite. L'actualité continue sur i24 News.